Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Eh bien, ce soir, nous allons accueillir quelqu'un qui, à la radio et même à l'écrit, fait un peu le même concept que nous, que Café Mort, c'est-à-dire aussi, il essaie de donner la parole à des gens qu'on voit pas souvent et qui font la société d'aujourd'hui et de demain, qui font France dans leur diversité, parce que diffère, tu m'enrichis, contrairement à ce que les gens pensent, le fait d'être dans la diversité, c'est aussi le fait de s'enrichir mutuellement, d'apprendre des uns des autres et de construire ensemble. Et donc, dans cet esprit-là, on va accueillir Slimane Tiara. Bonsoir. Bonsoir Aki, ça va? Ça va et toi, Slimane? Ça va bien. T'es en forme? Ah ouais, bien. Alors, Slimane, c'est quoi ton histoire? Qui était né où? Qui est Slimane Tiara, en fin de compte? Moi, je suis né à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. J'ai grandi longtemps à Épinay-sur-Seine. Maintenant, j'habite l'île Saint-Denis. J'habite dans le triangle d'or Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire Saint-Denis, Épinay-sur-Seine, l'île Saint-Denis. Donc, pour moi, c'est le triangle d'or parfait. Et puis, il y a toute ma famille, tous mes proches en Seine-Saint-Denis. Voilà, donc... Mais tu es de quelle origine? Alors, tes parents viennent d'où? Puisque toi, t'es français, toi, voilà. Mais tes parents viennent d'où, Slimane? Du Mali, de la région de Caille, une région frontalière du Sénégal. Donc on voit le Sénégal vraiment juste à côté de chez nous, au village de mes parents, de mes grands-parents, de mes aïeux. Et du coup, la région de Caille, c'est vraiment une belle région, une région où il y a beaucoup de représentants en Ile-de-France, où on se connaît bien. Je viens d'une ethnie qui s'appelle les Soninké. On est nombreux ici aussi en France. Donc franchement, cette double culture, ça m'enrichit, comme tu disais en début. Alors c'est bien que tu parles d'ethnie, parce que en Afrique, les gens parlent de territoire, alors que les territoires ont été découpés par d'autres. Exactement. Et donc c'est plutôt des ethnies. Voilà. Quand tu parles du Sénégal et du Mali, les Soninké, tu en as au Sénégal. Voilà. Et donc c'est important de préciser, parce que tout à l'heure on va parler aussi du Nord Mali, des trucs, parce que les gens, ils ont l'impression d'une uniformité quand ils sont un peu... C'est le comble plutôt du racisme, c'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui j'allais dire qu'un Portugais et un Suédois, c'est la même chose, quoi. Et voilà. Entre un Africain de l'Ouest et un Africain de l'Est, etc., il y a quand même des différences. Ou alors, parce qu'on n'est pas noir, pour dire le terme, c'est pas comme ça que ça se vit, quoi. C'est pas comme ça que ça se vit. On est peut-être tous noirs de peau, mais on est d'une ethnie... Non, moi je suis africain, je suis pas noir de peau, mais je dis ça pour rigoler, parce que pour montrer aux gens qu'on est africain quand même aussi. Ça je sais, c'est pour ça que j'aime bien être ici, parce qu'on se comprend entre franco-africains. Et du coup, moi je suis d'une ethnie qui traverse les frontières. On est en Mauritanie, on est au Mali, on est au Sénégal et dans d'autres pays. Et du coup, nous, la notion de frontière, on ne connaît pas. Donc, du coup, on a des ponts aussi avec l'Afrique du Nord, on a des ponts avec l'Afrique en général. Donc, voilà, on est assez ouvert et tolérant vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai que je le reconnais, il faut le dire, les gens ne connaissent pas bien les Maliens. C'est peut-être l'occasion grâce à toi, parce que je sais que tu as été très engagé, mais on va y venir, notamment avec d'autres jeunes que j'ai connus, les oiseaux venus d'un peuple, issus d'un peuple, c'est ça? Voilà, c'est les oiseaux du nid des Doumbia, ouais. Voilà. La famille Doumbia ouais. Et Awa aussi, c'est voilà, Awa, etc. Et qui ont fait beaucoup de choses et qui œuvrent toujours pour le Mali, notamment dans les actions humanitaires, notamment pour les orphelins. Donc c'est vraiment ce qu'elles font, ces femmes-là, c'est vraiment énorme comme travail, mais elles sont toujours là et bien présentes. Ces Maliennes-là, on est fiers d'elles. Les femmes maliennes sont des battantes, ça me permet de saluer Fatou déjà, et puis de saluer aussi une qui est comme ma petite sœur que j'ai connue, qui était Kumba Traoré, Fifi, qui elle a vraiment œuvré pour le Mali. C'était une battante, non? Exactement, en plus c'était dans mon ancien travail qui était d'être à la Fédération nationale des maisons des potes, elle a été un cadre important dans la lutte contre la discrimination et le racisme en France. Et du coup, c'est bien, il y a des ponts et des passerelles qui se font entre la France et l'Afrique, le Mali en l'occurrence. Et Kumba, c'est une vraie militante qui a une vraie mémoire chez nous. Et elle a été aussi présidente de Banlieue du Monde. Exactement, Banlieue du Monde. Qui a fait beaucoup de chantiers de solidarité et tout ça. Exactement. Je le dis parce que c'est l'occasion, avec Slimane, invité Slimane, de vous rappeler un peu l'histoire. C'est bien de rappeler l'histoire. Et donc, toi, tu étais très engagé aussi. Donc, dans ton parcours, toi, tu as quand même un parcours étudiant. Voilà. Donc, et dans ton parcours, tu as été, quand tu vas nous en parler là, et tu as été très engagé aussi après au Mali. Mais ton parcours, c'est quoi? Alors, tu as fait des études de quoi? Moi, j'ai été au lycée à Épinay-sur-Seine. J'ai fait une terminale ES. J'ai eu un bac plus 5 en droit et sciences politiques à Villetaneuse Paris 13. J'ai été engagé à la fac, donc j'ai été à l'UNEF, j'ai fait le CPE, où j'ai été élu dans les coordinations étudiantes en France ou en Île-de-France. Donc j'ai fait un peu le tour de France avec mes camarades de l'UNEF.
Je les salue, ceux qui me reconnaissent. J'ai été aussi un militant politique jeune aussi avant au lycée, et puis j'ai continué chez les jeunes socialistes, donc du 9-3. Et du coup, j'ai été assez... et puis, pendant ma période scolaire, j'ai été délégué de classe du collège jusqu'au lycée. Donc du coup, j'ai toujours été engagé pour les autres parce qu'il y avait besoin et il y avait des manquements. Et puis dans ma ville d'Épinay, c'est là où j'ai créé Jeunesse en Mouvement après les émeutes de 2005 parce qu'on ne nous entendait pas, les pouvoirs publics s'en foutaient de nous, nous respectaient pas, on jouait dans des terrains où il n'y avait pas d'éclairage, on n'avait pas de salle disponible, on nous prenait pour des jeunes sauvages parce qu'ils pensaient qu'on ne savait pas parler, qu'on était des cas sociaux. Donc on leur a montré, on n'a pas eu de subvention publique pendant 4 ans dans la mairie, et c'était pour une somme dérisoire qui est 500 €. On en a fait quelque chose, on l'a redistribué aux personnes, parce que c'est de l'argent public, donc ça appartient aux jeunes aussi, parce que c'est leurs parents qui payent des impôts. Donc du coup, et grâce à Jeunesse en Mouvement, les adhérents de Jeunesse en Mouvement se sont développés, on a fait des buvettes, on s'est autofinancé, on a fait des portraits de politiques, on est allé à l'Assemblée, au Sénat, au Parlement européen, on a fait un certain nombre de choses, on a fait des concerts citoyens, on a impliqué des jeunes dans le Téléthon, on a impliqué des jeunes à s'ouvrir à la culture, les cultures, pas que la culture rap, etc. Donc du coup, on a fait, et même la culture théâtrale, l'opéra, etc. Donc on a fait découvrir certaines choses aux jeunes, parce qu'ils sortaient pas, ils étaient dans leur quartier, posés, tranquilles, hein, ils font leur vie. Donc on a voulu faire parler cette majorité silencieuse des quartiers. On ne regardait pas d'où ils venaient, on ne regarde pas ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été, s'ils sont chômeurs, s'ils sont ceci, cela. Nous, on prend un jeune. Moi, j'avais 17 ans, 18, 19, 20. Je suis toujours, à 30 ans, je suis toujours dedans, dans ce mouvement, on va dire. Et du coup, toujours on peut donner 1 seconde de son temps ou 10 ans de son temps dans une association. On peut revenir pour créer un projet ou un micro-projet, dont a fait partie Nuvéo Radio. Nuvéo Radio, c'est un projet de Jeunesse en Mouvement, et c'était les adhérents de Jeunesse en Mouvement qui ont fait ça. Moi, je n'étais pas encore président. Je l'ai fondé, Jeunesse en Mouvement. Je suis devenu secrétaire général, mais je n'étais pas le président. Et dès que j'ai concouru à la présidence de Jeunesse en Mouvement, j'avais 2 promesses: continuer l'œuvre que je viens de dire de Jeunesse en Mouvement à Épinay-sur-Seine et dans d'autres villes, et créer une radio, un web média, pour donner la parole aux sans-voix, un peu comme Café Mort. C'est des beaux projets. Et puis Slimane, vous avez toujours été ouvert, grosso modo. Vous n'êtes pas quelqu'un de radical. Vous avez toujours été essayé de trouver des consensus. Voilà. Certains vous le reprochent, mais en tous les cas, vous avancez dans des consensus, non? Le consensus, pour moi, ça fait avancer. Un consensus, c'est pas mou. Un consensus, c'est l'associatif qui m'a appris ça, le militantisme à l'UNEF ou aux jeunes socialistes. Il y avait plein de gens qui crient de toutes parts. Aussi la maison des potes m'a appris aussi le concept de maison me plaît, parce qu'en fait je me dis qu'il faut être la voix centrale, c'est-à-dire qu'il faut, même un peu ma culture malienne, c'est la modération, c'est-à-dire que on n'est pas là dans les excès, on n'avance pas dans les excès. On peut avancer un peu, on peut dire des choses fortes, etc., mais parfois ça perturbe les gens, parfois ça réveille des choses, et on a besoin de temps pour déconstruire les fils des blessures, etc. Donc du coup, mettre autour de la table des gens, discuter, faire des projets, des micro-projets, des projets, faire du relais, etc. Aider des gens tranquillement, discrètement, sans que un tel, ou sans qu'il y ait de la jalousie. Moi, c'était ça mon but avec Jeunesse en Mouvement et Nuvéo. Et aussi et c'est ma façon d'être, c'est-à-dire et on me le reproche parce qu'on me dit, tiens, tu devrais être plus dur sur telle question des discriminations, du racisme, etc. Tiens, pourquoi t'es pas assez ceci? Moi, je dis qu'il y a une voie médiane, il y a une 3e voie. Et du coup, moi, je suis dans cette 3e voie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont extrémistes et qui préfèrent être comme ça parce qu'ils sont entendus. Je les respecte.
Je ne partage pas du tout leurs convictions politiques ou philosophiques. Il y en a qui sont dans l'extrême inverse, qui veulent rien faire, parce qu'ils disent que ça ne va pas changer. Moi, je pense qu'on avance ensemble. Donc, malgré qu'on ait des différences, on peut avancer en commun. On peut être du particulier à l'universel. Et moi, je suis un militant de l'universel. Voilà, c'est ça mon but. Tu pourrais être un bon diplomate au Mali, en fin de compte, parce que le Mali est toujours été... D'ailleurs, il y a une école comme ça au Mali, parce que quand on reprend ATT, qui est un général qui prend le pouvoir et qui le redonne, bon, après, il s'est présenté, mais on peut pas... Mais en tous les cas, il y a cette... Au Mali, il y a cette un petit peu sobriété dans l'approche politique, non? Exactement, c'est ça. C'est même comme Traoré, tout ça à l'époque, c'était des gens très modérés, mais qui avaient du fond, mais qui défendaient des choses, mais qui n'étaient pas des aboyeurs. Voilà, c'est des bâtisseurs, c'est des constructeurs. Moi, je suis un constructeur. Je suis pas un destructeur, ou je suis pas quelqu'un qui construit après qui s'en va et après il part et il reconstruit autre chose et que c'est pas cohérent. Moi, ce que j'ai envie, c'est de tracer un sillon qui va durer au-delà de ma personne. Moi, ma personne, elle n'est pas intéressante. Les outils qu'on met en place, il y a d'autres personnes qui vont s'asseoir à ce fauteuil ou d'autres personnes qui vont s'asseoir à nos responsabilités. Donc moi, je suis juste un passeur et un constructeur, mais durable. Et ça, c'est bien ce que tu dis, c'est qu'au Mali, on a une vraie culture du consensus fort. C'est-à-dire qu'on a des bases solides. On a 2 pieds, un pied droit, un pied gauche. Donc, comme en politique. Et du coup, on essaie d'avancer avec tous, malgré les difficultés de trouver des accords, et tout ça. Donc, du coup, on est plus fort. Et du coup, les gens ils se disent bon, on a discuté, après on tranche, on a eu un dénominateur commun à tous, et après on avance. Donc, par exemple, Nuveo, Jeunesse en Mouvement, les projets qui sont affiliés, les voyages. Là, on organise un voyage de ski dans 10 jours aux Trois-Vallées. Tout ça, c'est du consensus. On avance avec les autres. Si les gens ils n'arrivent pas à faire les choses, on ne va pas leur reprocher à vie de ne pas avoir respecté leurs paroles. C'est pas grave, ils n'ont pas pu, ils avaient des intérêts divers. Nous, on avance parce qu'on a déjà une base. C'est-à-dire que quand on propose à des gens des projets, nous, déjà, on est consolidés. Et après, c'est que du plus. Si des gens ils peuvent pas venir au séjour ski, ramener des groupes par exemple, et ils nous disent désolé, je peux pas, on n'a pas arrivé, etc. On leur en voudra pas. Ils ont essayé, ils ont tout fait, mais ils n'ont pas réussi. Mais nous, on a déjà une base, donc c'est pas grave. Nous, on fait on a toujours fait ce qu'on dit. Donc, et ça, c'est important aussi pour les jeunes. Moi, ce que j'ai appris et ce que j'apprends toujours, c'est que les gens veulent du concret. C'est-à-dire qu'il y a du blabla, mais aussi il y a du concret. Après, ça peut ne pas marcher. Il faut que les mots soient suivis d'actes. Voilà, il faut que les mots soient suivis d'actes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai pris la présidence du Jeunesse en Mouvement, j'ai fait des promesses, je les ai tenues. Même au-delà de ce que... Mais je ne suis pas tout seul. On est avec un groupe. Et ce groupe, il me suit depuis le lycée. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que je suis entouré de personnes qui me connaissent bien, qui connaissent les gens, qui connaissent les adhérents. Vous avez une belle équipe. On a une belle équipe, ouais. Il y a un beau territoire, et puis moi j'ai suivi ça de loin, des fois de près, ça dépend des fois, quand il y a les combats tout, sur les oiseaux, tout ça par exemple, parce que je connais bien. Et puis le Mali, c'est un territoire, parce qu'on en va parler, que je connais bien, c'est nos voisins. Ouais. C'est nos frères, voilà. Mais moi qui suis berbère, ça me parle d'autant plus parce que le Nord Mali est berbère. C'est ça. Avec le groupe par exemple Tinariwan, ce sont des berbères, des nomades, exactement. Comme d'ailleurs la Mauritanie et d'autres, parce que les gens l'oublient ça. Ils oublient que c'est le nom de l'émission, c'est Café Mort, ouais. Mais Mort M-O-R-E, mais c'est que ça, mais on l'a l'écrire M-A-U-R-E. Et les morts à l'époque, ça désignait les berbères et non pas les arabes comme on le dit aujourd'hui. Ouais. Et en plus, les origines négroïdes, c'est dans Mort. Donc c'est la Mauritanie et tout ça. Donc c'est un peu tout ce territoire numide que j'essaie de représenter donc dans la diversité. Et le Mali fait partie, comme d'ailleurs toute l'Afrique en réalité, mais je dis le Mali, donc je suis assez sensible au Mali, parce que c'est quand même... c'est nos frères, on a toujours eu d'ailleurs, moi avec les origines avec l'Algérie, il y a toujours eu des rapports particuliers entre l'Algérie et le Mali, mais ça c'est historique. C'est clair, c'est historique. Mais il y a effectivement cette communauté en commun, qui sont les Berbères du Nord Mali, les Touaregs, les Sahraouis, tous ceux qui se baladent dans ce désert-là. Et tu fais bien d'en parler, de rappeler que nous avons un héritage berbère en commun, et cet héritage-là, même si nous on est plus au sud, on est des peuples métis. Donc on s'est rencontrés, on a fait du commerce ensemble,
il y a des filles, des hommes qui se sont épousés, il y a eu des histoires, des trajectoires communes. Et du coup, c'est important de leur rappeler au vu de l'actualité qui est un peu sombre. C'est ce que j'allais te dire, et puis au vu de l'actualité où aujourd'hui il y a des gens qui voudraient diviser entre les Maghrébins, les Noirs, etc., en disant, enfin, je veux dire, c'est pas le bon terme, mais les Subsahariens, les trucs, alors qu'en fin de compte, ce sont des gens, c'est des gens qui veulent nuire à eux-mêmes en réalité, non? Exactement, c'est pour ça qu'il faut connaître son histoire avant de déblatérer n'importe quoi. C'est-à-dire que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun recul, aucun réflexe d'apprendre son histoire, d'être toujours, comme je disais, dans l'extrémisme, toujours dans la négativité et pas dans la construction. C'est-à-dire que, ok, il y a des choses qui se sont passées, je ne nie pas, on ne nie pas, personne ne nie ça. Mais il faut construire quelque chose. Maintenant, quand on aboie, on aboie parfois à tort ou à raison, mais il faut construire quelque chose, des ponts, de la positivité. Et ça, c'est mon leitmotiv. C'est ce que je dis aussi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle, parce que comme je sais que c'est ton engagement, et je te parle aussi, quand même ne serait-ce que rien que dans l'Algérie, par exemple, pour connaître, le sud algérien, les mecs sont blacks, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais quoi dessus? Mais c'est des berbères, ils parlent, on parlait du Nord Mali, c'est des berbères, quand ils te parlent en berbère, et les Tilaouens, c'est un groupe mondialement connu, ils ont joué avec Red Hot Chili, c'est pas des amateurs, et ils défendent le Sahara, ils défendent une chose, c'est leur environnement, leur truc, leur tradition, voilà. Ils montrent ça aux enfants, ils apprennent, ils partagent la musique. Il y a une espèce d'altérité, voilà. Et nous qui avons tous les moyens pour le faire, on veut se chamailler parce que c'est juste ça, au lieu de construire ensemble, non? Voilà, il faut valoriser ce patrimoine-là, les patrimoines africains, du nord au sud, d'est en ouest, et construire quelque chose. Dénoncer, ok, construire, c'est mieux. C'est-à-dire que là, maintenant que tout le monde, l'émotion est tombée, tout le monde a oublié tout ce qui se passe en Libye, ça y est, ça a duré quelques semaines, maintenant plus personne n'en parle, et jusqu'à la prochaine, et à la prochaine on verra que rien ne s'est passé entre ce qui s'est passé en Libye et ce qui va se passer dans un autre pays probablement. Donc, et du coup, la question est, qu'est-ce qu'on a fait ? Mais qu'est-ce qu'on a fait surtout déjà pour le peuple libyen? Parce que tu sais très bien que ce sont aussi des berbères d'ailleurs, ce sont des Juifs, et qu'à la guerre, tu sais très bien qu'à l'époque, c'est entre guillemets la colonisation ou d'autres qui achetaient des esclaves et qui ont instauré ça dans les luttes tribales, parce que nous on est des tribus à l'origine, tu parlais d'ethnie, nous on est des tribus, et on avait des luttes comme partout. C'est eux qui nous ont insufflé, comme je disais, c'est comme l'histoire de la corruption. Je dis pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait des corrupteurs. Et en Afrique, les corrupteurs, ils ont fait du bon travail, tu me diras, parce que les corrompus, on en a beaucoup. Et donc aujourd'hui, tu as raison de dire, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ça? Parce que la Libye est dans le chaos. Donc il est normal que les gens kidnappent, parce que d'ailleurs, pour info, moi j'ai regardé, j'ai suivi, comme tu as dû le faire, ils vendent pas, contrairement à ce que les gens ont fait l'indiquer, ils vendent pas que des personnes d'Afrique subsaharienne, etc. Ils vendent aussi des gens du Maroc, ils vendent tout ce qu'ils attrapent, quoi. Voilà, tout ce qui... Et en plus, il faut savoir que ces réseaux, il y a des réseaux qui viennent des pays subsahariens, maghrébins, des hommes qui connaissent bien les langues, pour les ravisseurs qui veulent soutirer de l'argent, etc., aux familles. Il faut bien des gens qui traduisent en dialecte. Il faut être un peu logique. Par exemple, si quelqu'un ne parle pas le soninké, comment il peut demander, etc., etc. Et aussi, les gens aussi oublient, ils s'en foutent complètement, mais il y a aussi les otages du Sinaï. Personne n'en parle, les Érythréens, les Soudanais qui se font prendre en otage et rançonner, tout le monde s'en fout. Et du coup, mais ça c'est peut-être parce que c'est des peuples qui ne sont pas proches de nous, culturellement en France, qui ne viennent pas immigrer de façon, entre guillemets, massive, au vu de l'histoire coloniale, etc., en France. Donc du coup, ça ne nous intéresse pas. Et du coup, c'est exactement la même chose qui se passe en Libye. On préfère, ce que tu dis, c'est, si je te coupe un peu, parce que je pense que tu as développé, ce qu'on préfère en fin de compte, c'est qu'on essaie toujours de voir chez l'autre les errements qu'on ne veut pas voir chez nous. Mais en réalité, on est les premiers à avoir les errements. Et tu as raison de dire, il y a certainement des Maliens, des Sénégalais, des Algériens, des trucs qui sont mêlés là-dessus. Parce que ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des gens qui veulent qui sont prêts à prendre profit de tout. On a des gens qui profitent de tout à chaque fois. C'est ça que tu veux développer ? C'est ça que je veux dire, qu'il y a des personnes qui, eux, voient l'argent et pas les humains.
Et du coup, l'humanisme n'existe pas chez eux. Et du coup, eux, ils voient un humain comme un bien à vendre et on peut faire ce qu'on veut dessus. Après, on peut poser le mot esclavage ou autre chose. Pour eux, c'est une vision très capitalistique de l'humain. Et du coup, ça aussi, il faut le prendre en compte, même s'il y a des histoires passées, etc., qu'il ne faut pas nier. Mais aussi, il y a ça aussi qui se passe. On a une part de responsabilité, nous, Africains, ou nous, Africains d'origine qui venons de France, du coup, dans le fait que ça se passe mieux dans nos pays que de faire des longs posts Facebook ou des tribunes qui ne vont aller nulle part que satisfaire son propre ego. Et ça, il faut lutter contre l'égotisme, il faut être plus rassembleur, fédérateur, créer des assos, faire des choses, des puits, des maternités, aider les orphelins, ou intervenir auprès des pouvoirs publics pour qu'il y ait de vraies interventions en Libye, etc., ou dans d'autres pays où ça se passe. Voilà, il faut que faire des choses. Se mobilisent pour construire plutôt que d'aboyer et de ne rien faire. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça, moi je dis ça brutalement, mais en fait c'est juste dire qu'il y a des gens qui font des choses, eux on les entend pas, mais ils font des choses, ils essayent de réduire les écarts, les différences, et d'aller vers l'universel et d'aller vers le rassemblement, mais on entend plus ceux qui divisent et ceux qui ne font pas les choses correctement. Moi, j'ai des fois des gens qui m'envoient des messages en étant choqués en voyant ça, en me disant est-ce que vous êtes raciste? Parce que c'est des poilus usagers. Je dis écoutez, qu'on ait des racistes, c'est sûr, comme il y en a chez vous, comme il y en a chez tout le monde. Ouais, il faut que tout le monde se rassure, on a tous notre part de notre lot de racistes et de gros nazes et de gros ce qu'on veut, j'essaie de polir la télé. Et donc je lui dis c'est possible, mais je lui dis mais de nous dire globalement comme ça, c'est grave. Parce qu'il y a des gens, j'ai vu ça, ils commentaient sans voir les tenants et les aboutissants. Et quand j'ai vu, par exemple, ce qui s'est passé en Mauritanie, et quand j'ai vu qu'une fille qui est des amis mauritaniens aurait, sur l'histoire des joueurs à Biskra en Algérie, quand ils ont redit la vérité, qu'ils ont mis les photos que tout le monde allait bien, tout le monde a changé de truc. Alors qu'au début, j'ai dit, bon, c'est possible que ce soit arrivé, mais avant de s'exprimer, vérifions quand même. C'est pas un état général, il peut arriver que des gens dérivent. Et j'ai l'impression que les gens n'attendent que, ils sont tellement la haine de soi, qu'ils attendent juste une étincelle pour développer cette théorie. C'est ça, moi c'est pour ça que je parle de recul, de réfléchir, de voir ce qui est possible, de faire des choses concrètes, parce que les peuples qui sont de l'autre côté de la Méditerranée ou qui sont de l'autre côté du Sahara, eux, ils attendent qu'une chose, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. S'il y avait l'amélioration de leurs conditions de vie sur place, jamais ils se poseraient la question d'aller migrer en France ou ailleurs. Ils viendraient pas ici. Ils n'ont pas envie de venir ici. En fait, qu'est-ce que fait la diaspora pour eux aussi? Est-ce qu'ils construisent des puits? Est-ce qu'ils construisent des adductions d'eau? Est-ce qu'ils améliorent l'agriculture? Est-ce qu'ils créent de l'emploi? Tu sais que la première génération, j'ai l'impression, je te conseille, mais la première génération, les Diadé, je cite d'autres et tout ça et tout, qui étaient au Conseil des Mali, tout ça et tout, je peux en citer d'autres, mais c'est eux, ils faisaient ce travail-là au Mali. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus travaillé que les nouvelles générations. Les nouvelles générations, malheureusement, il y en a qui font des choses, il y en a qui malheureusement ne font pas les choses. Et c'est vrai que la première génération d'immigrés maliennes est solide. Ils cotisent. Quand il y a un problème, ils vont aider leur famille. Ils envoient les 3/4 de leur argent là-bas. Ils construisent des choses. Moi, je vois la région de Caille, elle est magnifique. Mais grâce à l'argent de la diaspora, il y a dans des villages où il y a 2000 âmes. Je vois mon village. La région de Caille, avant, il n'y avait rien. Moi, j'ai connu la région de Caille il y a 20 ans. C'est après une coopération, justement, par le Medgouba. Il n'y avait rien à la région de Caille. Il faut savoir que, entre le travail qui a été fait, c'est pour ça que je parlais des anciens, le travail qu'ils ont fait, ils ont pratiquement fait tous les puits dans la région de Caille. Voilà, tous les puits. Et maintenant, il y a de l'eau potable, il y a de l'électricité, il y a des maternités proches, il y a des écoles qui sont mises en place. Françaises, arabes, anglais, des gens qui vont au Sénégal, en Égypte, en France, etc., en Chine. Voilà, il y a des développements incroyables qui se sont faits grâce aux sous des gens qui sont ici, des foyers Sonacotra ou des personnes qui vivent en HLM ou en résidence privée. Et du coup, nous, la nouvelle génération, on essaie de faire ça. Nous aussi, on essaie de cotiser, de faire des choses dans les associations, de se niquer
dont moi je suis membre, on essaie de faire des choses pour la diaspora. Mais c'est pas à la même hauteur que nos parents qui, eux, ont vraiment construit et bâti une vraie région. Comme tu dis, il y a 20 ans, la région de Caille, c'était un désert. Un désert. Là, maintenant, on y va, on est tranquille, on est bien. C'est l'occasion de saluer un des premiers présidents du Haut Conseil des Maliens, Diadé Souba, parce que et d'autres, ils se reconnaîtront, de ces gens qui ont fait beaucoup, qui ont vrai. Mais moi, ce que je voudrais... Souvent, je me pose la question, je me dis, mais la diaspora africaine, est-ce qu'elle ne pourrait pas, au lieu de réfléchir, même si elle est attachée à son pays d'origine, est-ce qu'elle ne pourrait pas réfléchir en Afrique, en développement africain, en enjeux africains, plutôt que de réfléchir en nombril, c'est-à-dire tout chacun sur sa petite part de pays, tout ça. Parce que si on se disait, qu'est-ce que la diaspora peut faire pour l'Afrique, c'est-à-dire, quelle que soit mon origine, mon territoire, je pense que je peux faire pour l'Afrique. C'est-à-dire que demain, j'ai des compétences, le Mali en a besoin, je vais donner un coup de main au Mali. Le Sénégal en a besoin, je vais donner au Sénégal. Le Congo en a besoin, je vais donner un coup de main au Congo. L'Algérie en a besoin, je vais donner un coup de main en Algérie. Le Maroc en a besoin, je vais donner un coup de main au Maroc. Est-ce que les gens ne pourraient pas commencer à réfléchir en diaspora africaine, plutôt que de réfléchir ce qu'on fait, nous on a des diasporas par pays, mais que de réfléchir que pays, parce que l'enjeu de demain, c'est quand même l'Afrique, tout le monde s'accorde. Et est-ce que nous ne sommes pas, nous, les véritables passerelles? Est-ce que c'est pas nous qui devons être les éveilleurs de l'Afrique, ou est-ce qu'on doit laisser faire d'autres? Moi, je suis partisan de laisser aux Africains de là-bas, nés là-bas, qui ont vécu là-bas, qui ont une légitimité là-bas, de s'organiser eux-mêmes et de créer des ponts. Ils ne nous ont pas attendus. Pour faire ça, il y a des ponts qui se font. Après, la diaspora, elle a un rôle de soutien, d'aide, de conseil. Mais comme on a une vision, en tout cas moi, pour ma part, je crois française, donc qui est biaisée par les histoires, par ceci, cela, on va apporter qu'une réponse partielle, je trouve. On n'est pas tous les jours là-bas, on connaît pas, même si on connaît la langue, on connaît la culture, on a été cimenté depuis qu'on est petit, on pensera jamais comme eux, jamais. C'est comme si eux, ils viennent ici et ils nous disent comment faut faire ici. Ils vont nous dire, ils vont bien nous conseiller, nous accompagner, etc. Mais ils pourront jamais comprendre la mentale française. Comme nous, moi, je pourrais pas comprendre la mentale malienne. Et je pourrais jamais leur imposer une doxa ou une doctrine. C'est ça la limite mais sur des choses universelles, c'est-à-dire faire des choses en commun, je crois que là, on peut faire des choses. C'est-à-dire que si on se met d'accord sur, par exemple, je dis n'importe quoi, créer de l'électricité partout, faire de l'électricité partout en Afrique. Il y a des ententes possibles entre ici et là-bas, parce qu'il y a des compétences ici et des compétences là-bas. On peut faire des choses en commun sur des gros projets d'infrastructure, de transport, d'eau, de médical, de création d'entreprises, exactement. Il y a beaucoup. Quand je vois le Nigeria, quand je vois le Maroc, quand je vois l'Algérie, quand je vois la Tunisie, quand je vois l'Afrique du Sud, quand je vois un certain nombre de pays où c'est extraordinaire le développement qu'il y a. En ce moment, c'est foison, tellement que des gens comme nous qui sont nés dans des pays qui ont colonisé ces pays et où nos parents sont issus, ils vont définitivement, parce que ça se développe super bien. Donc du coup, on a quelque chose à jouer, mais on ne doit pas être les néo-colons, on ne doit pas être les quelque chose, on doit être des facilitateurs et des conseils s'ils nous le demandent. Moi, c'est ce que je pense. Après, c'est pas un avis partagé, mais moi, je pense qu'on doit accompagner, on peut aider, mais on sera jamais comme eux, même si on est issu aussi d'eux. Alors, je sais parce qu'elle est sur sa fin là. Donc, Slimane, je te remercie d'être venu déjà, de nous en parler. Et sur ces mots plein de sagesse, parce que en réalité, tu es en train de dire que il faut créer des synergies entre ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Voilà. Mais l'intérieur, lui, sait ce qu'il a besoin et qu'il faut que l'extérieur n'aille pas imposer ou n'essaie pas de transposer ce qu'il y a, parce que c'est pas le même rythme, c'est pas la même chose. Et donc de prendre effectivement, et tu as raison, c'est truc, et de dire que sur certains sujets comme l'économie, par exemple, la création d'entreprises, tout ça, oui, on peut apporter la création d'emplois, mais il ne faut pas essayer de faire à la place des autres, c'est ce qu'on dit nous, faire pour nous sans nous, c'est faire contre nous à l'arrivée. Et donc c'est faire avec eux, pour eux, et nous on n'est qu'une passerelle pour les accompagner dans leur développement, dans les synergies qu'il faut mettre en place. Mais l'Afrique, je pense, et là-dessus c'est ce que tu disais aussi, elle a besoin de tous ses enfants, quels qu'ils soient.
partout. Elle a besoin de tous ses enfants, de tous ceux qui sont attachés à ce continent, parce que l'Afrique c'est un continent, c'est pas un pays. Des fois j'ai vu des livres où les gens ont mis enfin un pays, c'est quand même incroyable la bêtise humaine. Et donc ce continent a besoin de tous ses enfants, et je pense que être panafricain, c'est défendre ses intérêts aussi, puisque nous sommes tous trucs. Donc sur ces mots, Siban, on se quitte. Ouais. En tous les cas, merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité, et longue vie à Café Mort. Et merci à toi de nous faire découvrir aussi une part du Mali, une part de ton universalité, parce que tu défends l'universalité et tu en as fait partager une part. Parce que le Mali, c'est une part, comme le Niger est une part, chaque être humain est une part de l'humanité. L'humanité, l'universel, c'est un tout. Et donc dans ce tout, nous sommes tous une petite pierre de cet édifice. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier, que nous faisons partie. L'universel sans les uns, c'est pas l'universel, c'est morcelé forcément. Donc écoutez, en tous les cas, sur ces mots, on va se quitter pour l'émission, mais on va continuer à réfléchir, à travailler ensemble. Et moi, je vous donne rendez-vous effectivement la semaine prochaine, avec lundi, puisque c'est lundi et vendredi, avec un nouvel invité à 20h. Merci de votre fidélité. Bonsoir et bonne soirée, et à très vite. Wow.